Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle séquence d'émissions consacrée au glossaire. Glossaire, c'est-à-dire donner des définitions, le sens que l'on met derrière un certain nombre de mots. Les mots que nous employons fréquemment dans nos débats, dans nos échanges du cercle du renouvellement constitutionnel. Ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous de dire le sens qu'il met derrière chacun de ces mots. Ces mots ont été classés. Nous allons aujourd'hui commencer par un mot tout à fait fondamental, puisque c'est le mot « principe » qui va être examiné aujourd'hui. Ce sera, dans un deuxième temps, l'occasion d'un débat contradictoire, à partir duquel se forgera peut-être, émergera peut-être une définition plus précise de ce mot. Ceci étant dit, le but de nos travaux ici n'est pas de donner une définition de chacun des mots, il y a des lexiques et des éléments pour ça, mais d'éclairer nos débats lorsque Jean-Charles, par exemple, on va employer le mot principe, ou Christian, ou moi-même, ou quelqu'un d'autre, eh bien, de comprendre, ou le mot capitalisme, par exemple, qui est également à notre programme, c'est de comprendre ce que la personne a en tête lorsqu'elle emploie ce mot. Ça, je pense que c'est important pour éclairer le débat. Si, au cours de nos échanges, des contradictions permettent de renforcer, d'infirmer des visions de tel ou tel autre mot, eh bien, j'espère que les spectateurs en tireront profit. Donc aujourd'hui, nous démarrons par le mot principe, et je vais vous donner, pour commencer, la définition qu'en donne notre ami Guillaume, qui ne peut pas être avec nous en ce moment, mais qui nous a envoyé ces définitions de mots. Donc, Guillaume nous dit, pour sa définition du terme principe, j'ouvre les guillemets, qui est à l'origine, au fondement, à la base de, qui est constitutif de, valeur première sur laquelle la société est organisée et qui en régit le fonctionnement, le but, le mode d'action. Fermez les guillemets. Donc voilà la définition que nous donne Guillaume Tanneux, qui, malgré qu'il ne puisse plus participer à nos débats, est malgré tout toujours membre de notre cercle. Je vais maintenant vous partager la vidéo où je donne ma définition du mot principe. Nous enchaînerons après avec celle de Jean-Charles, puis nous conclurons par celle de Christian qui, elle, enchaîne la définition et des éléments d'explication. Définition du mot principe selon moi. Le principe, c'est une origine, un début, une cause efficiente qui produit des effets. Et plus encore, associé à ce principe des propriétés particulières. On est ici de l'ordre du postulat, de l'axiome, qui est posé initialement sans qu'il est nécessairement obligatoire de le démontrer. C'est une notion, dans ce qui nous intéresse, qui est considérée comme fondamentale dans la vie sociale et politique. De telle sorte que tout développement ultérieur dépend de ces principes. Dans le cadre des travaux du CRC, je donnerai donc une définition de principe d'un point de vue juridique, puisque c'est ce qui nous concerne ici. Notion fondamentale de la vie sociale et politique, traduite dans le droit positif, au regard de laquelle des règles de niveau inférieur peuvent être déduites, ou à laquelle la conformité de ces règles peut être confrontée. Voilà donc pour Voilà donc pour ces deux premières définitions.
Donc je propose maintenant à Jean-Charles de nous donner sa définition du mot principe. Oui, pardon, j'avais fermé le micro. Eh bien, je vais commencer par reprendre un petit peu, m'inspirer de vos différentes définitions, en faisant une distinction entre le principe en sciences exactes et le principe en matière de sciences humaines. Et bon, j'avais parlé d'axiomes, mais je vais m'en tenir à cette définition-là. Le mot principe est l'équivalent du terme axiome en matière de sciences humaines. Il est utilisé quand on n'a plus d'arguments ou quand on veut faire l'économie d'un argumentaire et au final faire acte autoritaire sur le débat. Voilà pour ma définition du mot principe, en tout cas pour ce que je peux en dire. Évidemment, je peux alimenter ma définition. Voilà. Merci Jean-Charles. Oui, bien sûr. Je le répète si vous voulez, ça tient en deux lignes. Oui, le mot principe est l'équivalent du terme axiome en matière de sciences humaines. Il est utilisé quand on n'a plus d'arguments et quand on veut faire l'économie d'un argumentaire et au final faire acte autoritaire sur le débat. D'accord. Merci de cette définition effectivement très différente de celle que j'ai pu donner ou celle de Guillaume. Je vais donc passer maintenant la vidéo de Christian. Voyons, alors, qu'est-ce qu'un principe? Je vous propose la définition suivante. Un principe est une proposition claire et précise qui ne peut pas prêter à plusieurs interprétations possibles. Deuxièmement, qui peut servir de base et qui doit servir de base à un raisonnement global. Et troisièmement, qui permet de définir une ou plusieurs règles d'application dans chaque domaine considéré. Donc, définition de principe dans tous les cas de figure. Alors, il y a des mésusages courants du mot principe qui consistent à assimiler le terme principe, l'assimiler à une simple déclaration d'intention, voire à un vœu pieux. Alors, voici un exemple de vrai principe, selon la définition que je viens de donner. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Alors, ce principe législatif, ou plus exactement constitutionnel, qui, il faut le préciser, est un principe qui n'est énoncé nulle part dans le corpus législatif français, que je propose à titre d'exemple. Principe énoncé nulle part dans le corpus législatif français, mais sans doute même dans aucun corpus de la planète, eh bien, ce principe énoncé ainsi répond bien aux trois critères susnommés. Premièrement, il ne peut pas prêter à plusieurs interprétations possibles. Parler, écrire, imprimer librement signifie bien, et de façon extrêmement claire, en excluant tout cas de figure susceptible d'empêchement, d'empêcher ces trois actions, ou même de les atténuer, il exprime de façon très claire que le contenu, parole ou d'écrit, ne peut être censuré ni pénalisé par une force coercitive issue de la puissance publique. Il signifie également que le contenu de parole ou d'écrit ne peut être invoqué pour justifier d'une action coercitive ou d'une agression physique issue d'un citoyen particulier. Deuxièmement, ce principe, ainsi énoncé, sert de base, peut servir de base à un raisonnement global. En effet, le fait de poser comme principe constitutionnel supérieur, c'est-à-dire que ça impose à toutes les lois, arrêtés, décrets, règlements, inscrits dans les 74 codes juridiques du corpus français, ça impose de n'énoncer aucun article enfreignant ce principe, c'est-à-dire restreignant ne serait-ce qu'un tout petit peu la liberté la plus précieuse de tout ressortissant de la collectivité organisée, la liberté de parler comme il veut, d'écrire ce qu'il veut. Eh bien, ça pose bien les bases d'un raisonnement global sur la liberté individuelle. Et même, ça pose les bases d'une philosophie du droit qui va impacter
la plupart des domaines légiférés, les domaines aussi bien civils, judiciaires, commerciaux, culturels, nous allons le voir. Troisièmement, et c'est bien ce que je viens de dire à l'instant, qui y conduit naturellement, ce principe énoncé, ainsi énoncé, tout citoyen peut parler et écrire librement. Ce principe permet de définir une ou plusieurs règles d'application dans chaque domaine considéré, le domaine civil, le domaine pénal, le domaine commercial, le domaine culturel, le domaine éthique, le domaine territorial, le domaine de la santé, de la circulation, des biens et des personnes, code de la route, le domaine de la sécurité, le domaine du travail, du code du travail, le domaine de l'urbanisme, le droit de construire. Eh bien, tout ça, en termes clairs, ça veut dire que la prise en compte de ce principe va édicter des bornes très précises que la loi ordinaire ne pourra pas franchir, et que de ce fait, c'est toute une conception du respect de la liberté individuelle qui sera imposée à la rédaction de la loi. Alors attention, ne nous méprenons pas, plutôt qu'il n'y ait pas de méprise par rapport à ce que j'expose ici. La question que je traite ici, c'est pas de savoir si ce principe, tel que je l'ai énoncé, la liberté d'écrire et de parler, totale, la question n'est pas de savoir si ce principe il est bon ou il est mauvais. La question n'est pas de savoir si ce principe agrée à certaines parties de l'opinion et pas à d'autres. La question que je traite, c'est de faire bien comprendre ce que c'est qu'un principe, afin qu'on n'emploie pas ce mot pour désigner autre chose. Et pour être plus clair encore dans mon propos, afin que tout le monde comprenne bien ce que je propose, non pas approuve ce que je propose, mais comprenne bien ce que je propose, comme définition du mot principe, eh bien, je vais définir, disons, essayer de mieux faire cerner la définition en définissant son antonyme. Antonyme que j'ai d'ailleurs déjà nommé en début d'exposé. Cet antonyme du mot principe, c'est la déclaration de pieux. Ces deux appellations, en effet, il y a deux appellations, c'est vrai, pour désigner une même chose. Eh bien, je lui suggère à dessein ces deux appellations, parce qu'il faut bien le dire, les coutumiers, voire les tenants de ce mésusage, sont souvent imprégnés de convictions religieuses, vœux pieux, tout à fait respectables, certes, mais qui brouillent leur rationalité et leur fait confondre énoncé de règles coercitives avec prêche d'analyse. Énoncé de règles coercitives, d'une part, prêche d'église, d'autre part. Les autres, plus païens, plus agnostiques, se contentant de faire des déclarations d'intention les plus vagues, les plus imprécises possibles, en les travestissant sous l'appellation fallacieuse de principe. Des exemples. Eh bien, il y en a malheureusement légion. Et il se trouve à l'appel, dans un endroit où précisément il ne devrait pas se trouver. Cet endroit, c'est au sein même de la Constitution française. Parce que si j'ai dit tout à l'heure que le principe, parler et écrire librement, n'était inscrit nulle part dans le corpus législatif français, eh bien je pourrais très bien étendre cette sans crainte d'être démenti, ou j'attendrai de l'être, en disant que il n'existe aucun principe défini de cette façon dans la Constitution française. Ce qui revient à dire, à mon sens, qu'il n'y a aucun vrai principe énoncé dans la Constitution française, malgré le fait qu'on trouve effectivement, mais assez parcimonieusement, le mot principe énoncé ici et là dans les textes du bloc constitutionnel, mais à chaque fois de façon fallacieuse, c'est-à-dire en énonçant un principe qui n'en est pas un, à savoir une vague et simple déclaration d'intention. Alors, j'ai dit qu'il y avait légion de faux principes,
Un exemple de déclaration d'intention maquillée en principe. Dans le préambule de la Constitution de 46, qui fait partie intégrante du bloc constitutionnel, les articles 10 et les articles 11. L'article 10 nous dit « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » Et l'article 11 dit « La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos, les loisirs. » Donc elle garantit le repos et les loisirs. La nation. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique mental, de son incapacité physique ou mentale, de sa situation économique, et tout être humain qui se trouve dans l'incapacité, tout être humain qui se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur l'analyse critique de ces deux articles, analyse critique qui a déjà été faite au sein du cercle du renouvellement constitutionnel, et je vous renvoie à l'enregistrement vidéo des échanges sur ces deux articles. Ces échanges qui démontrent sans ambiguïté la non-conformité de ces deux articles aux trois critères énoncés plus haut, que j'ai énoncés plus haut, c'est-à-dire, d'après ma définition, qui aboutissent à l'impossibilité de donner à ces articles la qualification de principe. Mais ces deux exemples, bien entendu, ne sont pas les seuls. Et on constatera sans peine qu'à chaque fois, que la Constitution parle de principe. Alors, elle en parle 9 fois dans le texte du 4 octobre 1958. Elle en parle une fois dans la Charte de l'environnement de 2005. Elle en parle 2 fois dans le préambule à la Constitution de 1946, et elle en parle 2 fois dans la Déclaration. Elle en parle 2 fois, et elle cite 2 fois le mot principe dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Eh bien, à chaque fois, elle ne livre en réalité à la place, en réalité à la principe, elle n'expose qu'une déclaration d'intention ou un vœu pieux, selon l'appellation que l'on va préférer. En résumé, et en conclusion, je dirais que l'appellation de principe, dans quelque domaine que ce soit, législatif ou scientifique, donc pas uniquement en politique, l'appellation de principe ne peut être donnée qu'à une affirmation qui respecte 3 critères. Que je répète. Premier critère, affirmation ne peut pas prêter à plusieurs interprétations possibles. Deuxième critère, affirmation servant de base à un raisonnement global, se déclinant tout au long du domaine considéré. Et, troisièmement, permettant de définir une ou plusieurs règles d'application, en politique c'est les articles des codes juridiques, dans chaque domaine considéré, les différents domaines, je les ai énoncés tout à l'heure. Voilà pour ce qui concerne ma proposition de définition du mot principe et l'argumentation qui va avec. Je vous remercie. Merci donc Christian. Alors attendez, je vais baisser le son. Je prie d'excuser les spectateurs puisque lors de la diffusion il y a eu un certain nombre de sifflements. Je ne sais pas si c'était lié à la vidéo en elle-même ou à la diffusion. Alors je ne sais pas si ça a été... Enfin moi j'ai entendu plusieurs sifflements. Je ne sais pas si... Non, vous ne l'avez pas entendu. Bon bah écoutez, donc je ne sais pas. C'était de mon côté. Bon bah tant mieux. J'espère que ça ne perturbera pas notre enregistrement. Je me permets de mettre également les définitions de chacun d'entre nous dans le chat. Je t'inviterai à le faire, Jean-Charles, parce que je n'ai pas cette définition à ma disposition. Donc, tu voudras bien l'ajouter aussi. Je suis en train d'ajouter celle de chacun d'entre nous. Et je dirais par rapport à la définition de Christian
pour un peu introduire le débat, poursuivre plus exactement, j'ai le sentiment à la relecture, enfin à l'audition, que en fait le principe qu'énonce Jean-Charles par rapport à celui que j'ai moi-même donné comme définition, au fond, elles sont assez proches, même si elles sont exprimées de façon assez différente. Ils sont assez proches à une distinction près, qui est la notion de clarté, de non-ambiguïté, etc. Je dirais que c'est la grosse différence que je vois, sinon le reste me semble exprimé très différemment, mais puisque moi, il y a une dimension réellement très juridique dans la définition, puisque cette définition est celle qui est reprise, qui est intégrée dans le glossaire de notre Constitution. Donc, mais voilà, c'est la seule différence que je vois, enfin, me semble-t-il. Alors, qui veut réagir? Vas-y, Jean-Charles. Oui, bon, Christian a pris un certain temps à travers sa vidéo. Moi, personnellement, j'en avais fait une bonne grosse page. Bien, vas-y. Et donc, je voudrais quand même me poser la question de savoir la différence entre le principe et le vœu pieux, justement. Tu dis, Christian, que parler et écrire librement n'est pas dans la Constitution, nulle part, etc. Mais enfin, ça fait grosso modo référence au droit d'expression, dont je crois quand même qu'il est exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie du bloc constitutionnel. Donc ça, c'est une chose, donc c'est une question. Je trouve bizarre de dire que ce n'est pas énoncé, mais même si ça l'était pas, enfin, ou si ça l'est, je vois pas en quoi c'est un principe. C'est un vœu pieux, tout simplement, ou en tout cas une déclaration d'intention, enfin toutes les choses que tu dis vouloir exclure du champ du principe, et pour autant, pour moi, c'est un système de poupée russe que tu mets en place. C'est-à-dire que tu pars, par exemple, d'un exemple sur le droit d'expression, parler et écrire, quand bien même y serait-il, en fait, c'est même pas le sujet, quand bien même y serait-il, tu dis que c'est un principe. Ben non, c'est un droit. C'est le droit tel que tu aimes le décrire. C'est-à-dire que, et puis tu dis, et à ce moment-là, à partir du moment où c'est un principe, il ne peut être empêché. Enfin, tu fais donc toute une déclinaison sur l'avantage de faire de ce droit d'expression un principe. En fait, c'est un discours sur l'intangibilité d'un droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un droit qui est énoncé, on le souhaite évidemment universel ou appliqué à un maximum de situations, à partir du moment où on trouve que ce droit est justifié, s'il est énoncé, c'est qu'il l'est certainement par ce qu'il énonce. Et donc, tout d'un coup, ça devient un principe. Non, c'est simplement, on souhaite, à travers que ce droit soit intangible, en tout cas incontestable, incontesté, appliqué, etc. Voilà. Donc, après, tu parles donc des situations où on brouille la rationalité on brouille la rationalité en disant que, en fait, on utilise le mot principe, on le mélange avec les déclarations d'intention et les vœux pieux. Je suis désolé, mais à partir du moment où on énonce un droit, qu'on le souhaite intangible, etc., on peut le baptiser principe, mais ça reste toujours, malgré tout, une volonté humaine qui est de faire de ce droit quelque chose d'universel. Voilà, c'est mon premier commentaire. Vous aurez compris que je suis très frileux par rapport simplement même à l'utilisation du mot principe, qui est une sorte d'acte d'autorité intellectuelle. À partir du moment où on dit que c'est un principe, on ne va pas y revenir. Et c'est un axiome, une règle axiomatique universelle dont l'application se veut globale sur le périmètre de l'objet concerné par le dit principe.
Mais ce n'est rien de plus. C'est un artifice de langage pour moi, le mot principe, et je conteste extrêmement. Et moi, personnellement, je m'aperçois que lorsque j'utilise le mot principe, ah oui, mais c'est par principe, etc. En fait, c'est pour rejeter toute contestation, tout débat, et c'est une espèce de porte de sortie qui pour moi est malaisante. Voilà, c'est pour ma première réaction. J'aurais bien voulu aussi faire le raccord avec la façon dont le terme principe rappelle les notions mobilisées à l'endroit du débat des droits naturels. En fait, c'est une sorte de façon de dénoncer un droit naturel, mais sans se présenter juste naturaliste, c'est-à-dire c'est une sorte de droit naturel laïque. Voilà, si vous voulez. Voilà, j'espère que vous comprendrez mon petit clin d'œil. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Très bien, Jean-Charles. Merci de cette contribution qui positionne bien le débat. Contribution à laquelle je pense, Christian, à quelques commentaires à ajouter. Oui, on a des commentaires. Bon, commentaires et tout ce que tu voudras. Hein. Oui, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Alors, avant de rebondir, de réagir à ce que vient de dire Jean-Charles, je reviens sur quelque chose que tu as dit, Luc. Je pense que tu as dû faire un lapsus. Tu as dit que ta définition, elle ressemblait à celle de Jean-Charles. Je pense que tu veux dire que ta définition ressemble à la mienne. Ah, j'ai dit de Jean-Charles. Ah, pardon. Ah oui, voilà. oui. Alors, bon, je confirme. Ah, excusez-moi. Oui, je me suis une nouvelle fois trompé dans les noms. Non, mais voilà, bon, ça permet de situer. Oui, effectivement, moi je valide ta définition avec les réserves que tu as toi-même anticipées. Effectivement, je fais 2 réserves. C'est-à-dire que tu n'indiques pas la nécessité de la clarté du principe, effectivement, et tu l'as dit toi-même, donc je n'ai pas à le dire. Et puis, alors, une autre, non pas restriction, mais disons, appendice, je dirais pour moi, c'est pas réservé au domaine juridique. Hein, principe, la définition du principe, ça oui. Bref. Donc, de ce point de vue-là, ça paraît assez clair. Alors, je viens de dire que Jean-Charles, à mon sens, et moi, nous ne parlons pas de la même chose. Jean-Charles, lui, nous dit, alors je rappelle sa définition du principe, en fait, il voudrait rayer le principe du dictionnaire, je pense qu'il l'a dit, donc en off, donc je peux le répéter. Oui, c'est une boutade, mais oui, l'idée est là. Oui. D'être taxé de calomnie. Voilà, il dit que le principe, c'est un axiome. Alors, oui, mais je vais y revenir. Et il est utilisé, il est utilisé lorsqu'on a plus d'arguments, ça fait l'économie d'un argumentaire et ça fait acte de terrorisme intellectuel. Bon. En fait, ce que tu nous dis, Jean-Charles, comme ça je te comprends, c'est que pour toi, faut pas qu'il y ait de principe. Principe. Alors, avant même de plancher sur la définition, parce que quand tu dis faut pas qu'il y ait de principe, bon, il faut d'abord définir le principe. Tu ne peux pas dire je rejette la notion de principe si tu définis pas ce que c'est qu'un principe. Alors, tu le définis un petit peu, quand même. Tu définis en faisant une synonymie, tu dis c'est comme un axiome, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas démontré. Oui, c'est pas démontré. Mais on parle de droit. On parle de philosophie du droit. On parle de construction du droit positif. Alors après, on dit contre le droit. On peut dire il faut une société où il n'y a pas de droit, il n'y a que des tribunaux, des gens qui jugent. Bon, c'est un autre débat, un débat très intéressant. Mais là, on parle de qu'est-ce que c'est qu'un principe en matière de droit. Bon, donc dire qu'il ne faut pas. Alors, tu ne dois toujours pas donner ta définition du mot principe. Si tu dis c'est un axiome, c'est quelque chose qu'on ne démontre pas. Oui, en droit, on ne démontre pas le principe. Lorsqu'on dit effectivement qu'on énonce en termes de principe constitutionnel
le droit d'expression total, aucune restriction au droit de parler, d'écrire et d'imprimer, ça on ne le démontre pas. Attention, il faut bien savoir de quoi on parle. Le droit ne le démontre pas. Alors, c'est quelque chose déjà dont nous avons eu l'occasion de parler par le passé. C'est-à-dire que tu nous disais, et bon, après tout, ça peut être aussi une façon de voir le droit. Il ne faut pas énoncer une règle de droit si on ne démontre pas qu'elle est bonne. Bon, alors c'est une autre philosophie du droit. Voilà, c'est là, je la connais pas. Mais pourquoi pas? On peut axer toute la conception, la conceptualité d'une société, une nouvelle société, qui aurait un droit qui serait basé sur des règles qu'on démontre. Alors, ça rejoint, cette position, ça rejoint la notion d'intérêt général. Alors, ou de droit naturel, si on veut, c'est-à-dire qu'il y a des droits, bon, on ne les démontre pas, et cela, ou bien l'intérêt général, bon. Mais alors du coup, ça se contredit parce que s'il faut qu'on ait des trucs qu'on démontre pas, tu viens de dire que c'est quand on veut échapper à la contradiction ou faire acte de terrorisme. Donc, il me semble qu'il y a une contradiction. Mais en fait, la question qui est posée, c'est comment on construit un corpus législatif? Comment on le construit? Est-ce qu'on le construit avec des principes ou est-ce qu'on le construit sans principe? Alors, aujourd'hui, il est construit sans principe. Je pense avoir démontré, après j'attends d'être contredit dans le détail de ce que j'ai exposé. Aujourd'hui, le corpus législatif français, il est construit sans utilisation de principes supérieurs desquels on va pouvoir découler des règles d'application. Alors, je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est tiré cette fois de la science. Encore une fois, à la science, on démontre les principes. Alors qu'en droit, on ne le démontre pas. C'est la seule différence qu'il y a. Après, toute l'architecture en bas, c'est la même. Principe d'Archimède. Bon, principe d'Archimède, il répond bien aux 3 critères que j'ai énoncés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'interprétation différente du principe d'Archimède. Hein. Bon, tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume d'eau déplacé. Ça laisse pas place à l'interprétation. Premier critère. Deuxième critère, il pose les bases d'un raisonnement global sur la physique des fluides. Ah oui, bon. Et troisième, il donne des règles d'application. Ben oui, les bateaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire des trucs vachement lourds, et puis boum, il se trouve que ça coule pas, grâce au principe d'Archimède. Donc on va pouvoir établir des règles physiques, les ingénieurs vont pouvoir écrire les règles dans les constructions navales d'un bateau, grâce au principe d'Archimède. Principe d'Archimède décliné en équation de construction navale. Bon, ça c'est un exemple. Donc, revenons à notre architecture d'un corpus législatif d'une société. Soit on n'a pas de principe. Alors, il y a une variante, c'est le système français. On dit qu'on a des principes, mais c'est des faux principes. Donc là, c'est le système vicieux, ça. Bon. Alors, donc, on va considérer que le système français, il n'a pas de principe. Il a des principes, mais c'est une entourloupette, pas de principe. Donc, on fait ce qu'on veut. C'est tout, on fait ce qu'on veut. Pas de principe. La loi fait ce qu'elle veut, au moment où elle veut. Un jour, on décide ça. Le lendemain, on décide le contraire. On peut tout faire. On peut tout interdire. Et on peut tout autoriser parce qu'il n'y a pas de principe. Voilà. Bon. Ou alors, on a un droit. On considère, la collectivité a dit, nous allons avoir un corpus juridique. En haut, il va y avoir une table, disons, de principes. Voilà. Et toutes les lois ordinaires qu'on va décréter devront être compatibles avec ces principes. Alors, à un moment, tu dis, ah oui, mais le principe, ça, c'est pas bien, c'est terrible parce que c'est intangible. Ben non, c'est pas intangible. Le principe, il se maintient tant que il n'est pas changé. Le principe dans la Constitution, il s'applique pas de façon intangible, il s'applique jusqu'à ce qu'on ait modifié la Constitution. Le jour où le peuple dit que ce principe-là, il n'en veut plus, bah, on change de principe, et du coup, il y a d'autres règles d'application qui découlent. Voilà. Après, tu nous dis... Ok. Ah, pardon. Attends, fini. Non, je n'ai pas fini. Tu nous dis, le droit d'expression, j'ai dit qu'il n'était pas dans la Constitution. Et tu me dis, mais si, il dit, mais non, il n'y est pas. Parce que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il dit,
l'homme, alors il dit c'est un droit sacré, l'homme a le droit, tout le citoyen a le droit d'écrire, d'imprimer et de parler librement, sauf quand moi je dis qu'il n'a pas le droit. Bon, donc, parce que tu as oublié ce qu'il y a après le virgule, qui est le système, disons, bourgeois de rédaction constitutionnelle que Marx a assez dénoncé dans ses chroniques, etc., etc., etc. Bon, donc, je m'adressais à des gens qui étaient supposés connaître la Constitution. Voilà. Et ce principe-là, il n'y est pas, la Constitution, parce qu'il y a une virgule avec derrière quelque chose qui détruit exactement ce qui vient d'être dit dans la première locution. Voilà. Et effectivement, du coup, ça devient plus un principe, ça devient n'importe quoi, ça devient une déclaration d'intention. Oui, ça devient, voilà, je vais te le traduire. Ce serait pas mal, les enfants, si vous pouviez écrire librement, mais en fait, on va vous dire au jour le jour ce que vous avez le droit de faire ou pas. Voilà comment le système juridique est construit. Bon, eh bien, moi, je dis que si on n'a pas de principe qui répond aux 3 critères que j'ai donnés, eh bien, on n'a pas de constitution principielle, on a une constitution aléatoire avec un droit, disons, du bon vouloir momentané. Ça y est, cette fois-ci, Christian, excuse-moi. Voilà. Jean-Charles, tu veux réagir? Moi, je veux bien réagir aussi. Vas-y, mais franchement, allez, vas-y. Alors, par rapport à ce qu'a dit Jean-Charles, en disant que le problème des principes, en fait, c'est que c'est pas différent d'un vœu pieux. Je traduis ça très facilement. Et là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Jean-Charles. Parce que, et nous l'avons bien vu dans l'analyse du préambule de 46, de la DDHC, etc., le problème, c'est dès que la question du pouvoir est absente, n'est pas prise en compte. Maintenant, c'est bien pour ça que, dans nos travaux, je me suis permis de mettre le pouvoir comme un des tout premiers travaux qu'on a mis. C'est pas pour rien. C'est justement parce qu'on sait bien que tout le reste ne découle que de ça. Et qu'il ne suffit pas d'écrire un texte quelque part, fût-il gravé dans la pierre, qu'il va s'appliquer. Et donc la question du pouvoir est tout à fait centrale, et en particulier celui du contrôle, du fait que ce qui est gravé dans la pierre est bien mis en œuvre effectivement. Hein? Outre les astuces juridiques que vient de nous énoncer Christian, sur la virgule, etc. Et puis il y en a plein d'autres. Hein, voilà, mais cela est central. Et d'ailleurs, et là ça me permet une transition vers ce que disait Christian à l'instant, où il dit, en définitive, la situation actuelle, c'est qu'il n'y a aucun principe. Aucun. Et quelque part, il a raison. Et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans le droit positif intégral. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut tout le temps. On a écrit des trucs, mais de toute façon, on fera ce qu'on veut si nécessaire au moment venu. Droit positif qui est bien souvent, en tout cas en France, est exécuté et déterminé par l'exécutif lui-même. C'est extraordinaire, mais quelque part, ce sont des lois qui nous permettent, avec des décrets, etc. Ce ne sont que des textes juridiques d'une nature différente, mais quelque part, on est dans du droit positif intégral. Et c'est bien le problème de la situation actuelle. Pour autant, alors, voilà, ça je finirai sur cette partie-là. Non, je vais continuer. Pour autant, je pense qu'il y a malgré tout, dire qu'il n'y a pas du tout de principe dans la société actuelle, en même temps, je pense que c'est faux. C'est faux parce que ce sont des principes qui existent, mais qui ne sont pas écrits. Les vrais principes ne sont pas écrits. Le principe de la liberté d'accumuler le capital de façon illimitée n'est pas écrit nulle part. Mais par contre, c'est ce qui s'applique et c'est ce qui est déterminé, ce qui est déterminant au final. Un autre principe, j'en cite que 2, peut-être il y en a d'autres, j'en sais rien, c'est ceux qui me sont venus à la réflexion, c'est le droit, en définitive, n'est accessible qu'aux gens qui ont les moyens de faire du droit. C'est-à-dire de payer des avocats, de connaître le droit, etc., etc. Ça aussi, c'est un principe tout à fait fondamental. Hein, d'ailleurs, qui était même inscrit dans le droit à un moment donné avec le principe censitaire, hein, des élections censitaires. Mais ça, ils l'ont éliminé parce qu'ils disaient, merde, c'est un peu voyant ça, virons ça, on garde le truc, mais alors, le paroxysme de ça, c'est aux États-Unis, évidemment, où tout est géré par les avocats, par les lawyers, comme ils disent.
Je reviens à Jean-Charles. Alors tout à l'heure, effectivement, j'ai fait un lapsus. Lorsque tu dis, le principe est un acte d'autorité. Oui, c'est un acte d'autorité, absolument. On pose quelque chose comme un acte d'autorité, comme un postulat, comme un axiome, etc. Effectivement, comme un fondement, comme quelque chose qui est constitutif, qu'on ne démontre pas forcément, qu'on peut essayer d'étayer, mais qu'on ne démontre pas forcément. Bien sûr, mais de là à dire que c'est un artifice, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que quand on le pose comme principe, ça veut dire qu'on le positionne dans l'architecture, dans la pyramide de Kelsen, c'est Kelsen, je crois, à un endroit bien particulier. Donc ce n'est pas simplement un artifice. Ça veut dire que, c'est un peu, pour revenir à la définition que je donnais, c'est-à-dire que toutes les autres règles qui vont en découler vont pouvoir être confrontées et doivent pouvoir en déterminer. Donc ce n'est pas qu'un artifice. Si on arrive à faire que le droit soit appliqué réellement, ce n'est pas un artifice, c'est quelque chose qui va produire des effets. Voilà, bon, je reste là, j'aurais d'autres choses à dire sur ce que disait Christian, mais bon, c'est pas moins important. Oui, alors je vais quand même rebondir sur certaines choses. En fait, le souci qu'on a, c'est de savoir dans quel espace de droit on se positionne. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans ce droit conditionné au pouvoir dont tu viens de parler, ou cette espèce de droit absolu qui peut être exprimé sans que le pouvoir n'ait à voir là-dedans. Souvent, lorsque Christian décrit de façon très rationnelle sa vision du droit, on a l'impression que il met de côté la conditionnalité suprême qui est que le droit puisse être efficient sans le pouvoir. Et là, ça me pose toujours un gros problème, puisque on peut effectivement discuter de façon très objective, très rationnelle, de la façon dont le droit est appliqué sans le pouvoir. C'est-à-dire ex nihilo, comme une espèce de droit détaché, quasiment détaché des conditions réelles qu'il est. Il est dépendant du pouvoir qui va s'exercer à lui. Alors, Christian va dire, oui, mais le pouvoir, c'est le peuple, etc. Mais ce n'est effectivement pas toujours le cas, hélas. Et c'est bien le problème. Et en fait, les directions différentes que nous sommes amenés à prendre, c'est que on a, comment dire, cette conscience plus ou moins prégnante au jour le jour. Hein, ça dépend de comment on s'est levé, comment on va raisonner. Est-ce qu'on va raisonner d'une façon simplement rationnelle et faisant l'effort d'être hyper légaliste, objectif, mathématique dans la façon dont on va considérer l'application du droit? Est-ce qu'on a à en dire? Ou un matin, on va se lever, on va se dire bon sang, on a barre sur rien du tout, etc. Donc là, ce matin, je me suis levé, enfin grosso modo, enfin c'est une image, mais en essayant de faire un acte de lucidité par rapport à cette histoire de principe, on le voudrait effectivement intangible, en tout cas solide, campé sur des bases certaines qui ne seront jamais de façon arbitraire modifiées, et on peut s'adosser sur ces principes. Et d'ailleurs, Christian a évoqué le fait qu'il puisse être changé si on en a envie, etc. Donc oui, il va être changé, pas forcément par le peuple, pas forcément pour des bonnes ou des raisons objectives, ou etc. Ça va être changé tout simplement au gré des intérêts des uns des autres. C'est pour ça que je me méfie simplement des choses absolues qu'on met en haut d'une pyramide et qu'on va appeler principe ou droit intangible, comme je me suis laissé dire, intangible momentanément, mais un droit sur lequel on puisse compter, etc. C'est à ça que je réagis, et j'irai plus loin. Je parlais pas seulement d'artifice, tu vois. Enfin, je l'ai même pas prononcé le mot, mais je le cautionne. Je parle d'illusion tout simplement, à travers cette façon dont on aurait de s'adosser sur des principes.
Voilà, c'est ensuite pour l'histoire du théorème d'Archimède, etc. Enfin, ça dépend comment on voit le sujet, mais oui, le corps plongé dans l'eau, etc. Mais c'est quelque chose qui est toujours vérifié dans le réel. Et là, par contre, quand on parle de liberté d'expression ou de liberté de propriété, etc., c'est un réel très, très, comment dire, incertain, qui est voué à une conditionnalité vraiment humaine, c'est-à-dire infinie, très mouvante, incertaine, floue, etc. Les principes, enfin les axiomes scientifiques, qui sont pour moi l'équivalent des principes, eux sont adossés à un réel qui se vérifie de façon millénariste, quoi. Je veux dire, ça. Après, on peut effectivement se trouver devant des problématiques sur la matière noire, etc., et changer totalement notre vision des principes que l'on croyait universels. Et là, mais disons que la façon dont on peut être amené à remettre en cause l'universalité des principes scientifiques est quand même très très rare. Enfin, ça peut arriver, ça arrive de proche en proche, mais c'est quand même des choses sur lesquelles on peut compter. Un principe de la façon appliquée au droit. En plus, Christian dit qu'un principe peut s'appliquer à autre chose que du droit à partir du moment où on l'établit. Mais voilà, le principe, il est toujours établi par un pouvoir, qu'il soit consensuel comme celui du peuple ou qu'il soit oligarchique comme nous le vivons actuellement. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est un peu presque un billet d'humeur que je viens de vous faire. Voilà. Christian, pour conclure, je pense qu'on pourra en rester là. Oui. Alors, ce qui est intéressant, Luc, c'est que tu es revenu sur... lorsque tu as dit... un principe, oui, finalement, c'est proche d'un vieux pieux parce que en fait, on s'aperçoit que dans la réalité, il n'est pas appliqué. Bon, ça, c'est intéressant parce que ça revient souvent. Ça revient souvent. À quoi ça sert d'avoir des principes rigoureux si tant est qu'on en ait? Mais on n'en a pas. Bon. À quoi ça sert d'avoir des principes? Parce que le pouvoir est fait de telle façon qu'ils ne sont pas appliqués. Bon, c'est un faux débat. Alors, je dirais que le débat, il se divise en deux. D'abord, lorsque tu dis les principes sont pas appliqués, ils sont pas appliqués parce que c'est pas des principes déjà pour commencer. Bon, le principe qui répond pas aux trois critères là, qui est clair, qui est pas clair, qui est vague, permet de faire des lois tous azimuts. Ça veut dire que ça n'a pas de sens de dire qu'il n'est pas appliqué parce que c'est pas un principe. Bon, donc déjà, oui, on va dire le principe ne sert à rien parce qu'il n'est pas. Permets de réagir. Si on prend ta définition, tu peux poser un principe qui soit à la fois clair et précis, qui ne prête pas à interprétation et qui sert de base à des modes d'action et qui soit violé. J'y viens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois tellement bien ce que tu veux dire, c'est que j'allais y venir. Bon. Je dis qu'il y a la situation actuelle où ton cas de figure, en fait, est théorique, qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de principe. Donc, c'est du pas de savoir si c'est bien appliqué ou pas. Mais admettons que, en théorie, si notre Constitution était faite, par exemple, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, au lieu d'avoir une virgule, il n'y a pas de virgule. Il y a simplement tout citoyen a le droit d'écrire et d'imprimer librement. Point. Là, c'est un principe. Et puis qu'on s'aperçoive, alors là on est dans la théorie, mais pourquoi pas, c'est un cas d'école qui et qu'on s'aperçoive que, il est pas appliqué parce qu'il y a des lois contraires qui sont votées. Bon, là, c'est un autre débat, ça. Ça veut dire qu'on a un pouvoir qui transgresse la Constitution. Et est-ce qu'il y a des dispositifs, citoyens ou autres, à l'intérieur de la société qui permettent de mettre en défaut, de condamner le pouvoir parce qu'il a été, lui, il s'est mis en infraction par rapport... Mais c'est un autre débat. C'est pas un débat juridique, c'est un débat politique qui est très intéressant. Bon, mais aujourd'hui, lorsqu'on accuse le pouvoir de dire vous êtes en infraction par rapport à la loi, encore plus à la Constitution,
le pouvoir a, je dirais, des moyens de défense en disant si, mais regardez, quand on lit le truc, ce qu'on a fait, c'est bien. Et ça vient du fait que justement, ce ne sont pas des principes qui sont énoncés, mais des vœux pieux. D'où vœux pieux, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut avec, et que donc, effectivement, c'est même pas la question n'est pas de savoir si c'est pas appliqué, c'est que ça permet justement de tout faire. Lorsque tu parles de qu'en fait, il y a beaucoup de principes qui sont efficients, par contre, mais qui ne sont pas inscrits dans la Constitution. Tu parles du droit d'accumuler du capital. C'est un excès de langage, parce que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Bon, c'est écrit ça dans la Constitution. Or, c'est pas interdit d'accumuler du capital, donc c'est pas un principe d'accumuler du capital. Bon. Ensuite, la capacité du citoyen, alors tu dis, pareil, à quoi ça sert d'avoir, même vas-y, des lois, carrément, à quoi ça sert d'avoir des lois, puisque le citoyen n'a pas la capacité d'utiliser la loi, parce qu'il la connaît pas, parce qu'il n'a pas le temps, allez hop, c'est CIS qui revient avec son truc, le citoyen, il n'a pas le temps, bon, donc, à quoi ça sert d'avoir des lois? Et de se payer des avocats. Oui, non mais, bon, là, disons, encore une fois, c'est pas le procès, c'est le procès du système exécutif et judiciaire. C'est pas le procès du système législatif. Aujourd'hui, on fait le procès du système législatif. Est-ce qu'il tient la route ou est-ce qu'il ne tient pas la route? Bon, après, qu'il soit bien appliqué ou mal appliqué ou pas appliqué, c'est autre chose. Et puis, dernier mot, quand je parlais pour répondre à Jean-Charles avec le principe d'Archimède, Jean-Charles, j'ai dit que il y avait une différence entre le principe scientifique et le principe politique, c'est que le principe scientifique, il était démontré, le principe d'Archimède, il est démontré, hein, c'est pas un axiome, c'est un principe, le principe d'Archimède. Bon. Et en politique, il n'est pas démontré, il est posé comme ça. Bon. Je l'ai dit. Par contre, ce qui est identique, c'est ensuite la déclinaison du principe, c'est-à-dire la définition. Pour qu'il puisse s'appeler le principe, il faut que, 1, il soit clair, 2, il définisse une philosophie globale, 3, règles d'application. Et j'ai pris le principe d'Archimède exprès, j'ai pris un principe scientifique pour dire que ça s'applique aussi dans le domaine scientifique. Pour qu'on puisse l'appeler principe, il faut qu'il réponde à ces 3 critères. Très bien. Bon, ben, je propose que nous en restions là pour aujourd'hui, à moins que Jean-Charles veuille rajouter quelque chose. Bon, non, je vais m'arrêter là. Écoutez, voilà, à un moment donné, j'ai voulu jouer le jeu et donc j'avais fait un geste pour reprendre, essayer de compiler vos 3 définitions, puisqu'il y a Guillaume aussi. Je vais le lire, ça fait 6 lignes. Ainsi, en matière de sciences humaines, c'est la réserve que je fais, un principe est l'énoncé d'une règle. Premier tiré, radical, axiomatique, réputé universel ou en accord avec le sens commun. Ensuite, deuxième tiré, suffisamment claire et précise, ça je reprends Christian, pour en restreindre autant que faire se peut le champ des interprétations. Troisième tiré, dont découle par voie logique et rationnelle un corpus de conventions applicables, ça c'est encore Christian. Et dernier tiré, qui sert de référence à toute convention, même exogène, de l'objet du dit principe. Et une dernière phrase, il peut s'ajouter à un principe une prescription de méthode pour assurer sa mise en œuvre et la cohérence descendante et ascendante du dispositif conséquent. Et là, je me suis inspiré de la définition de Luc. Voilà, ce sont les 4 tirés plus le commentaire que j'avais fait en essayant de compiler vos gestes de définition. Je ne sais pas si tout ça c'est bien satisfaisant à l'oreille de chacun d'entre vous, mais au bout du compte, j'ai réagi à la dimension axiomatique du principe et au fait qu'on essaye d'appliquer une mathématique à travers des principes, donc, aux sciences humaines et au droit en particulier, qui est un objet difficile à traiter, qui est mouvant, incertain, flou, etc. Et la prétention, et ça a été ma direction, la prétention du principe à appliquer des lois quasiment mathématiques à la chose humaine me pose un certain problème et même si les gestes doivent être entrepris,
on ne peut pas penser que le mot principe, en tout cas arguer d'un principe, soit quelque chose de suffisamment en définitive solide, et on voit de quelle façon il est dévoyé. Ce mot principe, il est plus souvent dévoyé que fixé dans le marbre de façon noble, comme essaye de le faire Christian, et c'est un bel effort, mais je suis dubitatif sur ce mot principe et sur son utilisation en général. Voilà. Bon, alors c'est bien que tu aies résumé dans ta définition. Après, tu as relancé le débat. Oui, non, d'accord. Du coup, effectivement, on pourrait rebondir. L'envie ne m'en manque pas, mais je vais me restreindre, puisqu'il y aurait beaucoup à dire. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui sur le mot principe. Merci, messieurs.